Le rappeur Puff Daddy, figure incontournable du hip-hop, au service d'un système violent de trafic sexuel pendant des années, certaines mineures au moment des faits. Après plusieurs mois d'enquête, le magistrat dijonnais de 55 ans, il aurait proposé des rapports sexuels avec sa fille âgée de 12 ans. Dans l'affaire Epstein, ce milliardaire américain mis en cause pour exploitation sexuelle de mineurs et qui s'est suicidé en prison. Révèle le comportement toxique et les abus psychologiques et sexuels qui auraient été initiés par l'un des producteurs phares de Nickelodeon, Dan Schneider. L'affaire dite des viols de Mazan n'aurait peut-être jamais été révélée. Dominique Pellicot est surpris en flagrant délit par un vigile de l'établissement en train de filmer avec son téléphone portable sous les jupes de plusieurs clientes. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau grand entretien chez Omerta. L'actualité est chaude, l'actualité est bouillante, l'actualité est très chargée puisque depuis peu nous avons un Premier ministre, un nouveau Premier ministre en France qui a succédé à Michel Barnier. C'est François Bayrou. Et pour parler de ce sujet, aujourd'hui, je reçois Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Bonjour Benoît Perrin. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Avant de commencer notre entretien, je vais me réadresser bien évidemment à nos abonnés de la chaîne YouTube ou aux gens qui découvrent notre chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour vous parler de la sortie de notre nouveau magazine Anti-Woke, en guerre contre les fléaux qui menacent nos sociétés. Un numéro disponible dans 5000 kiosques partout en France ou sur notre site internet www.omertamedia.fr. Je le disais en introduction de cette vidéo, de cette interview, Benoît Perrin, François Bayrou succède donc à Michel Barnier après de nombreux pourparlers. On ne sait pas trop ce qui s'est passé en coulisses, on dit énormément de choses. Mais ma première question, Benoît Perrin, c'est quel regard portez-vous sur cette nomination ? Alors, on a le François Bayrou, on va dire, d'avant et le François Bayrou d'aujourd'hui. Le François Bayrou d'avant, c'est celui qui, en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, nous a fait un énorme discours justement sur la gestion des finances publiques et notamment sur la dette. Je rappelle quand même qu'en 2007, la dette était globalement de 65% par rapport à notre PIB. On est aujourd'hui à 110%. Donc je veux dire, la situation s'est largement empirée. Et en 2007, donc discours très axé sur il faut rétablir les finances de l'État, c'est important pour notre souveraineté, il faut bien gérer l'argent des Français, il ne faut pas être trop tributaire des marchés financiers. Donc discours finalement de bon sens. 5 ans plus tard, donc on est en 2012, nouvelle élection présidentielle, il se présente à nouveau et il tient un discours à peu près similaire en disant il faut peut-être mettre en place cette fameuse règle d'or. Vous savez, la règle d'or, c'est une règle qui impose aux parlementaires de voter un budget à l'équilibre. Exactement, une règle qui est appliquée dans un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne. Et puis, plus le temps a passé, plus on a senti que François Bayrou avait un discours peut-être un peu plus laxiste sur les sujets des finances publiques, jusqu'à déclarer il y a quelques mois que la gestion de la dette n'était peut-être pas le sujet le plus important au monde et que ça ne devait pas forcément être prioritaire. Et donc, avec cette nomination, je crains, c'est encore une fois, on n'est qu'au stade de la crainte, qu'il fasse comme beaucoup de responsables politiques, c'est-à-dire en parler beaucoup, et une fois au pouvoir, en fait, agir peu. Donc on espère, en tout cas, qu'il va prendre ce problème à bras-le-corps, puisque c'est vraiment le sujet numéro 1, ou en tout cas un des sujets numéro 1 en France, et qu'il va vraiment prendre le problème à bras-le-corps et tenter, en tout cas, par des fortes mesures, de rétablir les comptes de l'État, et donc finalement, de rendre de l'argent aux Français. Vous avez dit dans une interview, le Premier ministre fonctionne avec le même logiciel que celui de ses prédécesseurs. Pensez-vous que ça peut être le cas avec François Bayrou et pensez-vous finalement qu'aujourd'hui il y a un Premier ministre qui est nommé à Matignon, mais finalement celui qui a la main mise sur ces choses-là, c'est Emmanuel Macron? Alors écoutez, encore une fois, je ne vais pas faire de procès d'intention, j'observe juste que les responsables politiques, quand ils ne sont pas au pouvoir, ont souvent beaucoup de courage. En tout cas dans le phrasé, dans les mots, dans les engagements. Mais une fois arrivés au pouvoir, leur discours change et on sent une certaine, effectivement, continuité dans les politiques publiques menées depuis 50 ans. Autrement dit, sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc la question des finances publiques, beaucoup de responsables politiques estiment, quand ils ne sont pas au pouvoir, que c'est un sujet qui doit être traité avec, justement, doit être affronté avec courage. Et dès lors qu'ils sont au pouvoir, eh bien, effectivement, on observe, et Michel Barnier en est presque le dernier exemple,
que, en fait, il reste un peu dans un logiciel de la dépense publique, des impôts, ce qui, nous semble-t-il, à contribuables associés, effectivement, est très pénalisant à la fois pour les Français et d'une manière générale pour la croissance française. Donc en fait, on pouvait peut-être penser avec l'arrivée de Michel Barnier qu'il allait y avoir une vraie rupture, et en fait, très concrètement, qu'on allait avoir une espèce de Mario Monti. Vous savez, Mario Monti, c'était le président du Conseil italien qui est arrivé dans les années 2010, qui a trouvé un pays à peu près dans la même situation que la France aujourd'hui, et qui a en fait engagé des réformes vraiment de fond, et qui a réussi, bon an mal an, à redresser les finances du pays. Et c'est un peu le petit regret qu'on pourrait avoir avec Michel Barnier. Le regret, il est finalement simple, c'est de dire qu'il aurait pu prendre des mesures, des vraies mesures d'économie, c'est-à-dire vraiment des réformes structurelles pour le pays, sachant que c'est vrai, il n'allait pas de toute façon avoir son budget adopté, mais au moins il partait avec le panache, il partait la tête haute, et il élargissait en quelque sorte la fenêtre d'Overton de ce qu'il était possible de faire en France. Vous savez, la fenêtre d'Overton, c'est la théorie selon laquelle des idées arrivent dans le débat public si elles sont visibles. Eh bien, s'il avait évoqué des réformes vraiment structurelles, je pense qu'il aurait instillé dans la tête des Français qu'il était possible de faire des réformes d'ampleur. Et là, malheureusement, il tombe, mais j'aurais tendance à dire, il tombe sur un budget presque socialiste. Est-ce que, pardon, je vous ai coupé, mais est-ce que dans le contexte politique actuel, il n'y a pas finalement de l'auto-restriction aujourd'hui chez les politiques en matière de politique économique? Alors ça, c'est très juste. Et en fait, on a l'impression qu'il y a le jeu politique qui prend le dessus sur le bien commun ou l'intérêt général des Français. Il est évident, je viens de vous le dire, que si Michel Barnier avait proposé un budget courageux, il est évident qu'il aurait été censuré. C'est évident. La difficulté aujourd'hui, c'est que je crois qu'il faut qu'on ait à la tête du pays des gens qui prennent le taureau par les cornes et qui regardent les yeux dans les yeux les Français en disant voilà, vous voyez, on a des vraies difficultés financières. Il faut qu'on fasse un effort ensemble, collectif, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et grâce à cet effort collectif, on va s'en sortir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a depuis trop longtemps en France des responsables politiques qui se comportent un peu comme des médecins un peu lâches. Vous savez, des médecins qui savent que vous avez une grave maladie, mais qui refusent de vous le dire et qui, du coup, ne vous prescrivent pas le traitement qu'il faut. Autrement dit, quand vous avez une maladie grave et qu'on vous prescrit des graines de soja, ce n'est pas avec ça que vous allez guérir. Et bien malheureusement, nos responsables politiques nous prescrivent des graines de soja depuis trop longtemps et aujourd'hui, on en paie la facture. Alors, il va y avoir normalement à la rentrée 2025 le projet de loi finances, on l'espère, qui va être voté, mais vous parliez des responsables politiques. La France Insoumise a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait voter une motion de censure, en tout cas qu'elle allait déposer une motion de censure. Marine Tondelier, elle, a demandé à François Bayrou de changer sa politique économique et de ne pas garder Bruno Retailleau à l'intérieur s'il ne voulait pas être censuré. On a également le Parti Socialiste qui a demandé à ce que le 49.3 ne soit pas utilisé. Alors le Rassemblement National dans tout ça a dit qu'il ne voterait pas de motion de censure. Est-ce que finalement on va réussir à le voter un jour, ce projet de loi de finances 2025 ? À mon avis, le problème, c'est pas tant si on arrive à le voter ou pas. Parce que je pense qu'au bout du bout, on arrivera à le voter. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est la posture des députés devant ce budget. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, ça a été le musée des horreurs fiscales. On s'est aperçu qu'en commission des finances, pour le budget Barnier en tout cas, les députés avaient fait preuve beaucoup d'imagination en termes d'augmentation des impôts. En revanche, en termes d'économie, en termes de baisse de la dépense publique, qui est, je crois, vraiment le poison français, là, il n'y a plus personne. Et je crains effectivement qu'avec l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui, et sans pression populaire, je crains qu'effectivement, nos responsables politiques, et les députés en l'occurrence, continuent en fait à ouvrir le robinet de la dépense publique, c'est-à-dire très concrètement à faire plaisir à tout le monde, alors que, je le répète, mais je crois que c'est vraiment fondamental, aujourd'hui, on est dans une situation suffisamment critique pour se dire qu'on ne peut pas tout faire. La baisse de la dépense publique, c'est pas que comptable, c'est juste prendre acte qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut plus payer. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Parce qu'en fait, si on demande aux gens individuellement, est-ce que vous souhaitez, je sais pas moi, une médiathèque, une piscine, plus de prestations sociales, globalement, tout le monde dirait oui. En revanche, si on leur montrait la facture de tous ces coûts,
et donc du coup qui génère des augmentations d'impôts, je pense que les gens réaliseraient davantage qu'en fait rien n'est gratuit. Et en fait le problème en France, je crois, c'est que les responsables politiques nous ont laissé dans une espèce de flou artistique, de nuages, de brume sur le coût en fait justement des services publics de manière générale. Et le propre de la dépense publique, le propre du service public, c'est qu'en fait on en demande tous toujours un peu plus. Il n'y a pas de limite, il n'y a jamais de limite. Sauf que là, en finances publiques comme dans la vie, il y a des limites. Et là, je crois qu'on est arrivé à un stade où la limite est atteinte. Et donc, du coup, il faut avoir des responsables politiques qui nous disent vraiment là, on ne peut plus se le permettre. Je suis désolé, on ne peut plus se le permettre. Ça, on espère vraiment et que les députés vont prendre conscience de ça, mais sans pression populaire. C'est-à-dire, si les Français ne mettent pas les responsables politiques devant leurs actes en disant voilà, maintenant, on sait que la situation est difficile, prenez les mesures adéquates, eh bien, je crains qu'effectivement, la dérive continue. Donc ça dépend de nous en fait. Que peut-il se passer si cette limite est dépassée? Alors là, le sujet aujourd'hui, c'est la loi spéciale. La loi spéciale, c'est très simple. Elle peut durer par exemple, sur combien de temps on peut il faut absolument vivre, entre guillemets, que le sur budget, cette loi spéciale? Alors il faut que le budget 2025 soit absolument voté maximum le 31 décembre 2025. Au-delà, on ne sait pas ce qui se passe. Donc en gros, on a encore quelques mois devant nous. Pour rappeler aux spectateurs d'Omerta, la loi spéciale, c'est très simple. C'est la photocopie du budget de l'année précédente. C'est-à-dire, on prend le budget 2024, on le met en place pour 2025. C'est aussi simple que ça. Et la loi spéciale permet 3 choses. 1, elle permet à l'État de continuer à pouvoir collecter l'impôt, parce que ça, c'est fondamental. 2, elle permet à l'État de continuer à emprunter sur les marchés financiers, puisque je rappelle quand même que la France doit aller chercher, là en 2025, 300 milliards d'euros sur les marchés financiers. 300 milliards d'euros, c'est juste 30 fois le budget de la justice. Donc vous voyez, c'est énorme. Et troisièmement, elle permet à la sécurité sociale, à la banque de la sécurité sociale, la COS, d'aller chercher de l'argent sur les marchés financiers pour justement, pareil, participer au financement de notre protection sociale. Et enfin, pour la partie dépenses, ce sera pris par décret un peu plus tard. Mais cette loi spéciale permet le fonctionnement classique de l'État, sachant que dans les mois qui viennent, avec le gouvernement qui vient d'être nommé, le Premier ministre qui vient d'être nommé, puis le gouvernement ensuite, il y aura forcément un projet de loi de finances courant 2025. Ça peut aller en termes de durée. Alors vous avez dit que dans tous les cas, ce serait voté. Quand, pour l'instant, on est encore dans l'incertitude. Combien de temps ça peut durer finalement? Ça peut durer des mois. Ça peut durer des mois, mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'en matière fiscale, il y a dans certaines mesures, un principe de rétroactivité. Ce que je veux dire par là, et ça c'est quand même bon à savoir pour le contribuable, c'est qu'en gros, le Conseil constitutionnel permet la rétroactivité des lois fiscales, globalement, je vous la fais vite, lorsque c'est favorable aux contribuables. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que notamment avec cette loi spéciale, et on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, on gèle l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation. Donc autrement dit, il y a plein de gens qui ne payaient pas d'impôt qui vont en payer, et ceux qui paient l'impôt vont en payer chacun un peu plus, entre 50 et 100 euros de plus. Mais si dans le prochain budget, on prévoit que le barème de l'impôt sur le revenu est indexé sur l'inflation, à peu près de 2%, eh bien à ce moment-là, on pourra appliquer cette mesure de manière rétroactive. Donc autrement dit, pour ceux qui auront payé un peu trop d'impôts en début d'année, eh bien, on aura soit un système de chèques, soit des crédits d'impôt, soit un peu moins de prélèvements à la source. Bref, au final, si il y a une baisse d'impôt qui est prévue dans le prochain budget, eh bien, ce sera applicable sur l'ensemble de l'année 2025. Donc la situation peut quand même être profitable aux contribuables, mais dans tout ce chaos politique, alors ce chaos, c'est ainsi que la situation politique en France est qualifiée par la presse étrangère, par de nombreux observateurs. Est-ce que ce chaos politique peut avoir un impact sur les contribuables, sur leurs dépenses, sur leur pouvoir d'achat à plus court, moyen, long terme? Alors vous avez deux choses. Il y a les entreprises et les contribuables, qui sont parfois évidemment un peu la même chose. Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de budget, et donc du coup il y a de l'incertitude politique, c'est quelque chose que les entreprises détestent. Les chefs d'entreprise, comme les investisseurs, ont un certain nombre de critères pour investir dans un pays, mais la stabilité politique et surtout la stabilité fiscale est quelque chose qui est fondamental.
Donc autrement dit, si vous interrogez les patrons, et c'est ce qu'ils expliquent dans la presse en ce moment, le fait qu'il n'y ait pas de budget, le fait qu'il y a un flottement politique, il y a des conséquences très concrètes. C'est-à-dire qu'ils maintenant ils n'investissent plus, ils n'embauchent plus, ils n'augmentent plus les salaires. Autrement dit, ça va globalement, je crains en tout cas que l'activité économique pâtisse beaucoup de cette incertitude fiscale. Après, sur le contribuable, il faut bien comprendre que le budget précédent, donc le budget présenté par Michel Barnier, avait quand même présenté beaucoup d'augmentations d'impôts, un peu pour tout le monde, et que le fait que ce budget n'ait pas été voté et qu'on du coup on reparte sur du budget 2024 fait qu'au final, les augmentations d'impôts qui étaient prévues vont disparaître. Donc je crois que les perdants en quelque sorte dans l'histoire, ça reste quand même les actifs. Pourquoi les actifs? Parce que, donc ceux qui travaillent, parce que on vient de parler en l'occurrence de cet impôt sur le revenu qui va monter. Il y avait des indemnités pour les transports qui devaient monter, finalement ça ne va pas être le cas. Il y a un certain nombre de dispositifs qui étaient prévus pour, on va dire, les gens qui travaillent, qui n'ont pas pu être votés, et donc du coup dont ils ne vont pas pouvoir bénéficier. En revanche, les entreprises, surtout les grosses entreprises et les gros patrimoines qui étaient ciblés par ces augmentations d'impôts massives, eux et les retraités, qui vont du coup voir leur retraite indexée, vont pouvoir bénéficier de cette période un peu de flottaison. Mais du coup, ça faut bien comprendre que, sachant qu'il y a une incertitude économique, c'est sûr que les ménages vont peu consommer. Et quand les ménages ne consomment pas, eh bien, c'est très embêtant, puisque comme vous le savez, il y a plusieurs composants dans la croissance, dans le PIB. Et l'année dernière, le PIB avait été, donc la croissance française, la création de richesses avait été largement tirée par l'investissement des administrations et les exportations. Autrement dit, la consommation, qui est à peu près 75% du PIB, avait été plutôt tirée vers le bas. Et là, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est avec des incertitudes économiques, je crains que les gens, finalement, dépensent peu, donc épargnent, donc le taux d'épargne risque de monter encore davantage, et ne consomment pas, et s'ils ne consomment pas, forcément, c'est les entreprises qui vont en pâtir. Donc un climat économique qui, me semble-t-il, pas très très rassurant, et je me mets à la place d'investisseurs étrangers, je serais naturellement assez peu emballé à l'idée d'investir en France aujourd'hui, évidemment. Jusqu'où ça peut aller, cette crise économique? Dans quelle mesure la France peut se retrouver dans une situation chaotique économiquement parlant, et qu'est-ce que cela peut générer sur la vie quotidienne, sur notre quotidien finalement? Là, très concrètement, des entreprises qui ne gagnent pas leur vie, c'est des entreprises qui n'augmentent pas les salaires, qui n'embauchent pas. Et si elles n'embauchent, et des entreprises qui ferment. Là, on a bien vu qu'en termes de défaillance d'entreprise, on était à un plus haut depuis vraiment des années, à peu près 65 000 défaillances d'entreprises, ce qui est absolument énorme. Et donc, quand les entreprises n'embauchent pas ou quand des entreprises ferment, naturellement, il y a le taux de chômage qui va continuer à monter. On voit les prémices, là, on est à peu près à 7,5%. Quasiment tout le monde s'accorde à dire qu'en 2025, on devrait plutôt être entre 8 et 8,5% de chômage. Donc, qui dit plus de chômage dit moins de cotisations qui entrent dans le système, dit moins de consommation, moins de cotisations qui financent notre système de protection sociale, et de l'autre côté, notre système de protection sociale qui va être encore plus alourdi par des prestations, notamment des prestations chômage, qui vont devoir être versées. Donc autrement dit, c'est un cercle vicieux qui est très 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 préoccupant pour la France et les Français. Alors je voulais revenir également sur des propos que vous avez tenus sur un autre plateau, où vous avez dit que le gouvernement devait se montrer ambitieux dans les économies du budget de l'État. Mais aujourd'hui, finalement, comment on peut se montrer ambitieux lorsque l'on voit la situation française? Comment faire des coupes? Où est-ce qu'on peut faire des coupes? Est-ce qu'on peut faire des coupes davantage dans les services publics? Mais on le voit chaque année que finalement les services publics qui vont pâtir, ça va être les services vitaux pour les Français. On parle des services notamment hospitaliers. Et puis comment derrière du coup se relever économiquement lorsqu'on est obligé de couper? Alors, vaste question. Ce qu'il faut comprendre, c'est très large. Voilà, mais déjà, ayons en tête la cartographie de la dépense publique. Dépenses publiques en France, c'est très simple. 50%, c'est la sécurité sociale. 20%, c'est les collectivités locales. 30%, c'est l'État. Quand on a ça en tête, eh bien déjà, on comprend que tout le monde doit faire des économies, évidemment, mais qu'on ne pourra pas s'économiser
des réformes structurelles, y compris dans le système de protection sociale, qui, encore une fois, représente la moitié de la dépense publique française. On vient à Contribuables Associés, d'ailleurs, on vient de publier un documentaire d'un peu plus d'1 heure. Protection sociale, la grande omerta. Voilà, exactement. Que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube. Voilà, exactement, et qui explique, qui décortique la manière, effectivement, dont est bâti notre système de protection sociale. Et on tente d'expliquer à travers des experts comme des sondeurs, Jérôme Fourquet, l'économiste Olivier Babot ou encore le magistrat Charles Prats, qu'il y a énormément de fraude et il y a beaucoup d'abus dans ce système de protection sociale, qui est financé, faut-il le rappeler, principalement par les cotisations sociales, donc par des gens qui travaillent. Et donc du coup, on est arrivé à un stade où effectivement, on ne peut plus se permettre d'être aussi, en quelque sorte, généreux et qu'il va falloir, encore une fois, qu'on fasse tous des efforts. Donc pour répondre plus directement à votre question, dans la partie État, on sait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires et que le dernier qui a pris une mesure courageuse là-dessus, c'est Nicolas Sarkozy qui, souvenez-vous, avait décidé le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Ce qui me semble être très important, une mesure capitale. En revanche, il faut bien comprendre que le problème, je crois, n'est pas sur le terrain, mais plutôt dans les bureaux. Autrement dit, on sait qu'il y a une masse d'agents administratifs très importants dans l'État, et c'est eux, en gros, il faut débureaucratiser la France, il faut trouver il faut redéployer les fonctionnaires pour qu'il y en ait plus sur le terrain et moins dans les bureaux. Ça, c'est pour la partie étatique. On sait aussi qu'il y a des agences d'État qui sont très nombreuses, les fameux comités Théodule dont on parle aussi assez fréquemment dans la presse, qui emploient à peu près 450 000 fonctionnaires. Là aussi, on sait qu'il y a des agences qui sont inutiles et qui, pour parler un peu vulgairement, qui emmerdent la vie des Français, c'est-à-dire des agences qui sont des agences de production de normes. Je vous prends un exemple des ARS, des agences régionales de santé, qui emploient à peu près 9 000 fonctionnaires, qui pilotent un peu la gestion du système de santé. Mais vous parlez à des directeurs d'hôpitaux, ils vous disent que c'est l'enfer en fait. Ils sont obligés de faire des reportings qui ne sont lus par personne, qui reçoivent tous les jours des normes qui contraignent encore davantage leur activité. Vous voyez des médecins qui passent beaucoup de temps derrière leur ordinateur et de moins en moins devant des patients. Pareil pour des infirmières. Donc il y a quand même un enjeu énorme de normes et qui pollue l'activité principale. Et on sait très bien que ce qu'il faut faire, c'est recentrer les gens vers des activités productives, vers le service, vers leur capacité, enfin améliorer leur capacité à répondre aux besoins des gens et pas forcément à s'auto-alimenter avec des reportings, des contrôles, des machins. Donc ça, c'est pour la partie État. Pour la partie collectivité locale, c'est aussi un peu le même sujet. On voit qu'on a une explosion du nombre de fonctionnaires dans les collectivités locales. Depuis 23 ans, plus 44% d'augmentation dans les collectivités locales, notamment dans les strates que vous connaissez, c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, bref, tout le millefeuille administratif, qui est extrêmement coûteux pour les Français, tout le monde le sait. Et puis la partie protection sociale, là, il y a aussi beaucoup à dire sur le système des retraites qu'il faut absolument réformer parce qu'il ne tient plus. C'est-à-dire, mathématiquement, il ne tient plus. Aujourd'hui, vous avez la répartition qui représente seulement 65% du montant des pensions versées aux retraités. Le reste, c'est quoi? C'est 15% de l'impôt et c'est 20% des subventions qui viennent de l'État. Donc on nous vend toujours le système de retraite par répartition comme étant au bout du rouleau dans quelques années, alors qu'en fait non, aujourd'hui il est déjà mort. 65% encore une fois des cotisations servent à permettre justement de financer les retraites. C'est finalement très peu. Alors que vous allez dans la rue et vous demandez aux Français finalement d'où vient cet argent qui est distribué aux retraités, tout le monde vous dira ça vient des cotisations sociales. Ben non, c'est seulement à hauteur de 65%. Donc le système il est déjà bancal. Sur le système des fraudes, c'est la même histoire. On sait très bien que les fraudes sont importantes. Il y a un système qui aujourd'hui brasse beaucoup d'argent et on a du mal à comprendre pourquoi les responsables politiques ne se concentrent pas, avant de piocher de l'argent dans la poche des contribuables des Français, pourquoi les responsables politiques ne vont pas chercher de l'argent déjà dans la fraude? Parce que très concrètement, les Français auront du mal à faire des efforts sur leur vie quotidienne s'ils savent qu'à côté, il y a des tricheurs. Et il y a des tricheurs, malheureusement, dans beaucoup de prestations qui sont versées aujourd'hui. Et encore une fois, ce sont des milliards qui sont en jeu. 850 milliards, c'est absolument énorme. Alors, je reviendrai juste après sur les Français et peut-être la frustration que ça peut générer de ne pas savoir, par exemple, où l'argent part. Mais avant ça, je voulais vous poser une question et rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que François Bayrou et son équipe, aujourd'hui, sont capables de finalement
cibler les bonnes problématiques? Vous parliez tout à l'heure des agences régionales de santé, par exemple. On parle beaucoup, je le disais tout à l'heure, voilà, aujourd'hui il y a des coupes sur tel ou tel budget, ou en tout cas on ferme des lits dans les hôpitaux, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, face au nombre de fonctionnaires qui sont finalement payés à restreindre encore plus la vie des Français, la nouvelle équipe gouvernementale autour de François Bayrou sera-t-elle capable, d'après vous, de cibler ces bonnes problématiques-là? Je ne sais pas, parce que ce sont des problématiques qui sont un peu à court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que justement la masse des fonctionnaires qui sont traités par nos responsables politiques comme un segment de marché, c'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas se les mettre à dos parce que sinon on perd, en l'occurrence, maintenant 5,7 millions d'agents publics, hein, donc c'est quand même énorme. Je rappelle quand même que c'est à peu près 20% des emplois en France, ce qui est colossal par rapport à des pays comparables. Donc est-ce qu'ils auront courage de le faire? J'en sais rien, mais j'espère en tout cas. Parce qu'on sait très bien que les gens sentent que, qu'ils paient beaucoup d'impôts. On sait, on est le pays au monde dans lequel on paie le plus d'impôts. On sait qu'on est aussi champion du monde en termes de dépenses publiques. Donc par rapport à la création de richesse, aujourd'hui, on a une dépense publique qui est vraiment monstrueuse. Et les gens, on est tous pareils, on sent la dégradation du service public. Mais on sent la dégradation du service public aussi parce qu'on a beaucoup bureaucratisé et parce qu'encore une fois, le service public s'occupe de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si on se reconcentre, je crois, sur des thématiques comme la sécurité, comme la santé, pour prendre des exemples très, très concrets, ou de l'aide dans les mairies, ou des services vraiment à la personne, je pense que les Français comprendraient que des pans entiers de l'activité soient abandonnés et qu'on se reconcentre sur vraiment le service au public. Donc en fait, pourquoi les gens paient des impôts? Simplement se poser cette question-là, c'est quasiment décider du périmètre de l'État. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des responsables politiques qui veulent faire plaisir à tout le monde et qui du coup ne se posent pas la question centrale, c'est-à-dire finalement l'État ça sert à quoi? Il doit rendre quoi comme service? Et les Français, en tout cas nos responsables politiques, oublient trop souvent qu'un service public peut être rendu par une entreprise privée. Je prends l'exemple à Paris des déchets. Vous savez que 50% des déchets à Paris sont collectés par des entreprises privées. 50% ce sont des agents municipaux. Donc ça veut dire que la mairie de Paris passe des contrats... Exactement, c'est les fameuses délégations de services publics, passe des contrats avec des entreprises privées pour un certain nombre de services, en l'occurrence le ramassage des ordures. Et la Cour des comptes montre très bien que ça coûte beaucoup moins cher de faire ramasser les ordures par une entreprise privée que par les agents de la ville de Paris. Pourquoi? Parce que les horaires de travail ne sont pas les mêmes, les grèves, on a eu des grèves il y a quelques mois, on a bien vu que les poubelles étaient s'amoncelées un peu partout dans les rues de Paris qui étaient gérées justement par des agents de la ville de Paris, alors que dans les arrondissements qui étaient gérés par des entreprises privées, les poubelles continuent à être ramassées. Donc je veux dire, la délégation de service public, c'est quelque chose de très important. Autrement dit, le fait de confier au privé de certaines activités ne fait pas disparaître le service. C'est juste que c'est plus l'État qui rend ce service, c'est une entreprise. Entreprise qui est sous contrat, et si elle ne respecte pas les obligations, c'est-à-dire son contrat, l'État peut mettre fin à son contrat. Autre exemple, les trains express régionaux. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une privatisation de ce secteur d'activité. Et du coup, quand les régions décident de construire des lignes ou de se préoccuper de qui va transporter les habitants de leur région, maintenant il y a des appels d'offres, la SNCF y répond, mais aussi des entreprises étrangères. Ça me semble très sain, parce qu'en fait, qu'est-ce qui permet de savoir si un service est bien rendu? C'est la concurrence. C'est parce que vous savez c'est parce que vous pouvez comparer un service rendu que vous pouvez comprendre si oui ou non il y a trop de fonctionnaires dans tel ou tel service. Et là, on va le voir. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas davantage de transparence de la part de l'État? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible? On parlait tout à l'heure, par exemple, des impôts. Les Français se plaignent souvent de payer trop d'impôts, mais ne savent pas où partent leur argent. Michel Barnier, il y a quelque temps, tirait la sonnette d'alarme sur TF1 par rapport à la situation gravissime de l'économie française. Est-ce qu'il ne faut pas davantage de transparence? Alors la transparence effectivement des comptes, c'est quelque chose qui est fondamental. Un des résultats positifs de la révolte des Gilets jaunes, c'était la publication par le ministère du Budget
d'un site qui est d'ailleurs toujours accessible et qui permet de voir en gros à quoi servent 1 000 € de dépenses publiques. Et là, vous apprenez par exemple qu'un passage aux urgences coûte à la collectivité à peu près 300 €. Vous apprenez qu'un accouchement coûte à la collectivité entre 3 000 et 6 000 €. Je ne dis pas qu'il faut revenir sur ces, qu'il faut rogner sur ces dépenses. Je dis juste que le signal prix est quelque chose de fondamental. On disait tout à l'heure que le gratuit n'existe pas, bah c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au moins, donner aux Français une idée du coût de tel ou tel service public. Et qu'on comprenne tous que de ce qu'on paye facialement, c'est-à-dire quand on achète un billet de train par exemple, et ben en fait, ou un ticket de métro ou de TER ou que sais-je, c'est en fait une petite partie du prix total. Je vous prends l'exemple de la SNCF. La SNCF, vous savez, les billets explosent depuis un certain nombre d'années. Et pourtant, chaque Français, mais je dis bien chaque Français, c'est-à-dire du berceau à sa mort, même ceux qui ne prennent pas le train, font un chèque tous les ans de 300 € à la SNCF. C'est-à-dire que la SNCF collecte tous les ans 20 milliards de subventions de l'État. Donc en fait, on est dans un système en fait un peu masqué, où on paie beaucoup d'impôts, on paie des choses à côté, mais en fait personne ne sait exactement à quoi ça sert. Et un des très bons exemples, c'est aussi les collectivités locales. Amusez-vous à regarder un budget d'une collectivité locale, c'est imbitable. Et ce qui nous semblerait être de bon sens, c'est que l'État impose en quelque sorte des espèces de tableaux de bord aux régions, aux communautés de communes, aux villes, avec des critères très simples. Le nombre de fonctionnaires par habitant, le taux d'endettement, le niveau de fiscalité, des indicateurs très simples pour que n'importe quel citoyen puisse comparer, on parlait de concurrence tout à l'heure, puisse comparer en fait, et bien justement la manière dont est géré l'argent qui est issu de leurs impôts, y compris au niveau local. Alors, il y a 2 mots qui reviennent souvent dans l'actualité en ce moment, c'est Macron démission. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron, par exemple, venait à démissionner, on voit l'état actuel de l'économie française. On reviendra sur le cas Bruno Le Maire un petit peu plus tard, qui a été auditionné par la commission d'enquête, par une commission d'enquête parlementaire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prend toutes les forces politiques en présence, est-ce que vous voyez un moyen de redresser la France, ou est-ce qu'il faudra aller chercher, je sais pas, telle mesure de tel parti, telle mesure de tel parti pour essayer de faire consensus et pourquoi pas redresser l'économie française? Je crois qu'au niveau où on est arrivé, il faut, je crois, quelqu'un qui n'ait rien à perdre. C'est-à-dire quelqu'un qui politiquement n'ait rien à perdre. On parlait tout à l'heure de Mario Monti, donc, qui a redressé l'Italie, mais c'est aussi parce qu'il avait un âge certain. Il savait qu'il n'allait pas rester très longtemps, il n'avait pas de carrière derrière. Et quand vous dites rien à perdre... Rien à perdre, c'est-à-dire que politiquement... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez de responsables politiques, ils sont globalement tous d'accord pour dire que l'argent des Français est mal géré, qu'il faudrait faire ça comme mesure, mais vous comprenez, c'est pas populaire, donc on ne peut pas le dire. Et vous avez vraiment une dichotomie entre les discours quand vous rencontrez les responsables politiques en privé et quand ils s'expriment dans les médias. Vous voyez que le discours n'est pas tout à fait le même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se disent globalement qu'il faut déplaire à personne. Et pour déplaire à personne, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas un Français qui, suite à une mesure, ait moins d'argent dans sa poche. Sauf qu'il faut bien comprendre que, les fraudeurs, par définition, ils ont de l'argent qui n'est pas dû. Et puis 2, en disant la vérité aux Français sur un système qui est à bout de souffle et qui nous permettra ensuite de générer plus de croissance et donc derrière plus de prospérité, eh bien c'est un pari qu'il faut prendre. Toutes les études le montrent. Si vous baissez la dépense publique, certes, ça ralentit un petit peu la croissance dans un premier temps, mais après, ça permet une prospérité générale. À l'inverse, quand vous augmentez les impôts, à l'année N, par définition, vous collectez plus d'argent, mais en fait, ça a un effet dissuasif sur le travail qui est monstrueux. Et aujourd'hui, je crois qu'une des problématiques, c'est évidemment que le travail ne paie pas assez. Et en fait, on voit bien que, de par un système social qui repose exclusivement sur le travail, on voit bien que c'est un système qui n'est pas tenable, qu'il va falloir trouver d'autres sources de financement, parce que sinon, ceux qui travaillent, qui sont déjà assommés d'impôts, vont plus tenir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a des charges sociales qui sont déjà très importantes. On voit bien aujourd'hui que si on comptabilise ceux qui sont
ceux qui touchent des prestations ou ceux qui touchent des allocations, pour une grande partie justifiées, les retraités, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont au RSA, vous arrivez à peu près à 24 millions de Français. Ceux qui travaillent en face, c'est-à-dire ceux qui sont dans la population active et qui travaillent, on est à peu près à 22 millions. Vous voyez, donc j'exclus les enfants évidemment de tout ça. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quasiment une personne qui contribue et une personne qui touche de l'argent. Encore une fois, qui touche souvent à bon escient. Le retraité, c'est normal qu'il touche de l'argent. Oui. Mais il touche de l'argent, non pas sur l'argent que lui-même a cotisé, mais sur l'argent qui vient du travail de quelqu'un qui travaille aujourd'hui. Puisque comme vous le savez, c'est un système par répartition. Ceux qui sont à la retraite sont financés par l'argent de ceux qui travaillent. Et donc aujourd'hui, vous avez un tel déséquilibre en quelque sorte entre ceux qui travaillent et ceux qui touchent de l'argent de manière, encore une fois, en partie justifiée mais sociale, qui fait que c'est un système qui ne peut pas tenir. Donc il faut qu'on arrive à trouver d'autres sources de financement, absolument. Et justement, quel système pourrait tenir? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Je pense qu'il faut quand même se poser la question, je crois, d'un impôt sur la consommation. Très concrètement, comme vous le savez, la TVA est la première recette de l'État. Et je crois qu'une des priorités pour que les Français retrouvent du pouvoir d'achat, c'est de baisser les charges, évidemment. Même si, encore une fois, ce n'est pas en baissant les charges qu'on va résoudre tous les problèmes de l'économie française. Encore une fois, il n'y a pas d'augmentation de salaire s'il n'y a pas une croissance durable, s'il n'y a pas une augmentation de la productivité, si on ne travaille pas davantage. Donc je veux dire, quoi qu'il arrive, il faut absolument faire en sorte que le gâteau soit plus important. Pour que le gâteau soit plus important, il faut soit qu'on travaille tous davantage en termes de temps, et on sait qu'il y a un gros problème en France, c'est que sur toute une vie, on travaille beaucoup moins que nos voisins européens. Pourquoi? Parce qu'on rentre sur le marché du travail plus tard et on prend notre retraite plus tôt. Donc si vous prenez une vie de travail en France, d'un Français, elle est moins importante qu'une vie de travail d'un Allemand, par exemple. Donc il faut absolument qu'on travaille davantage. Et puis il faut qu'on gagne en productivité, parce que dans les entreprises françaises, ce qui génère naturellement des augmentations de salaire, c'est parce qu'on crée plus de richesses. L'objectif, c'est que chaque travailleur crée plus de richesses demain qu'aujourd'hui. Et si vous augmentez et pour augmenter cette productivité française, qui permet des augmentations de salaire presque naturelles, eh bien, il faut investir dans la formation, c'est-à-dire qu'il faut que les Français soient mieux formés. Et puis, il y a un point qui est très important, c'est la réindustrialisation. Si on arrive à réindustrialiser la France, eh bien, on gagnera en productivité parce qu'on sait que la robotisation permet justement cette hausse de la productivité qui permet ensuite des augmentations de salaire. Donc, c'est vraiment fondamental qu'on arrive à relancer la croissance. Et pour relancer la croissance, il faut absolument baisser la dépense publique. Il y a des graphiques qui sont très très intéressants. Quand vous mettez en parallèle la dépense publique et l'investissement, eh bien vous voyez globalement que plus vous avez de dépenses publiques, moins vous avez d'investissement. Et de la même manière, quand vous avez une baisse de la dépense publique, vous avez l'augmentation vraiment en parallèle de l'investissement. Et ce qui nous manque en France, c'est justement de l'investissement. Donc il faut absolument que l'État fasse des efforts pour qu'encore une fois, demain, on soit tous riches. Vous parlez de réindustrialisation. Justement, est-ce que la France n'a pas pris du retard dans ce domaine, là où Emmanuel Macron en avait fait l'une de ses priorités finalement? Alors, il y a un petit revirement là, depuis malheureusement quelques jours, c'est que depuis 2016, on créait plus de sites industriels qu'on en fermait. Donc, ce qui était une bonne nouvelle, et effectivement, Emmanuel Macron se réjouissait d'avoir réindustrialisé la France. Ce qui était un peu surfait, mais enfin, objectivement, il y a quand même plus de sites industriels qui ouvraient que de sites qui fermaient. Et là, on voit que pour la première fois depuis 8 ans, que la dynamique s'inverse. Pourquoi elle s'inverse? À mon avis, pour 3 raisons. La première raison, c'est évidemment les impôts. On sait qu'en France, il y a beaucoup d'impôts sur les entreprises, notamment ce qu'on appelle des impôts de production, qui sont des impôts qui sont imposés aux entreprises, même si elles ne gagnent pas d'argent. Et on pense notamment à la fameuse CVAE qui devait être supprimée et qui finalement, on ne sait pas tellement ce que va devenir cet impôt. Au moins, il a été supprimé d'à peu près de moitié. Donc trop d'impôts. Deuxième écueil, évidemment, c'est le manque de robotisation des industries françaises. On voit qu'on a beaucoup de retard en termes de robotisation. Et pourtant, encore une fois, ça permet vraiment de gagner en productivité et donc de gagner de l'argent et donc d'embaucher. Et troisièmement, le coût de l'énergie, parce que ça, évidemment, c'est fondamental. On a un coût de l'énergie qui est à peu près 2 ou 3 fois plus cher qu'aux États-Unis, par exemple. Et ça, c'est extrêmement pénalisant pour nos entreprises françaises.
Justement, ce coût de l'énergie, on le voit, on sait que le conflit russo-ukrainien a contribué grandement à l'explosion des prix de l'énergie. Est-ce qu'on aurait pu faire... du gaz, plutôt du gaz, et l'électricité étant calquée sur celui du gaz. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement, du coup? Est-ce que ça aurait pu être évité? En tout cas, on parlait tout à l'heure de manque de courage. Et vous voyez, il y a des décisions politiques qui ont un impact, qui ont des conséquences, des années après. Et là, ce qui a été décidé avec effectivement la mise à mal de notre parc nucléaire, on voit vraiment les conséquences vraiment très concrètes aujourd'hui pour les entreprises françaises, où on est parti sur une politique très anti-nucléaire en France, et aujourd'hui on en paie les pots cassés. On sait très bien qu'on a une énergie peu chère et abondante en France. C'est absolument incroyable qu'il y ait des responsables politiques qui, vraiment par pur dogmatisme, parce que là, on va dire que la raison s'est échappée, là, vraiment s'est échappée, par pur dogmatisme, ont contribué à affaiblir considérablement notre politique énergétique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ça plus des marchés, le fameux marché européen, fait que on se retrouve avec des coûts de l'énergie qui sont importants, alors que normalement, on devrait avoir des coûts très bas. Et on l'a vu à une époque aussi où de nombreuses petites PME mettaient la clé sous la porte, ou étaient en très très grande difficulté, n'arrivaient plus à payer leurs factures à cause justement de cette explosion des prix de l'énergie. Ça, je veux dire, c'est vraiment l'énergie, c'est le carburant dans la voiture. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'énergie, il n'y a pas une entreprise en France qui fonctionne sans énergie. Donc je veux dire, c'est un point mais capital du développement économique d'un pays. On parlait tout à l'heure des usines. Les usines, par définition, sont très consommatrices d'énergie. Donc si vous avez une énergie qui est chère, par définition, vous avez donc des coûts de production qui sont chers. Et donc, quand vous êtes un patron d'usine, c'est une catastrophe quand vous avez des charges qui augmentent de manière effectivement exponentielle. Et justement, est-ce que ça n'a pas mis ça a contribué à mettre encore plus à mal des petites mains, on va dire, par rapport à des petites... Enfin, je parle de PME, mais notamment, je pense à des petites boulangeries, mettre en difficulté l'artisanat en règle générale. Est-ce que ça peut être aussi... ça a mis en difficulté, ça a repoussé les gens peut-être à se lancer dans certaines activités? Certainement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les petits ont beaucoup morflé, si vous me permettez l'expression. Effectivement, les petits artisans ont été les premiers à tirer la langue et parfois à baisser le rideau. Vous ajoutez ça, l'obligation de rembourser ces fameux PGE, des prêts garantis par l'État de la période Covid, vous avez beaucoup de structures qui ont effectivement été déstabilisées par ces charges qui sont arrivées presque du jour au lendemain, donc du coup de manière inattendue. Et c'est sûr qu'en fait, quand vous avez des difficultés, des tempêtes de ce type-là, on voit bien que, évidemment, c'est les petits qui, en fait, n'arrivent pas à survivre parce qu'elles n'ont pas les reins assez solides pour affronter, en fait, des explosions de coûts de ce type-là. Et en fait, c'est les gros qui s'en sortent pour aller vite. Je voulais aussi revenir avec vous. Le 27 novembre, le taux des emprunts à 10 ans de la France a temporairement dépassé celui de la Grèce sur les marchés financiers. Est-ce que finalement aujourd'hui la France joue avec le feu? Est-ce qu'on peut avoir une Grèce bis? Ou est-ce que la France aujourd'hui est quand même assez développée pour éviter ce cataclysme-là? Alors, la chance de la France, en quelque sorte, c'est qu'on a des services publics qui ne fonctionnent pas bien, mais il y en a un qui marche très bien, c'est le service des impôts. Donc, autrement dit, on a un taux de recouvrement d'impôts qui est très important, et ça, pour les investisseurs et les agences de notation, c'est important. Deuxième point, on a une épargne privée qui est très importante, à peu près 6 500 milliards, et donc du coup, une possibilité de capter l'impôt et de l'autre côté une grosse épargne, fait qu'en gros, ça rassure un peu quand même ceux qui nous prêtent de l'argent en disant au pire, l'État pourra collecter de l'argent, il y a encore de l'argent à prendre. Le sujet, me semble-t-il, c'est pas tant de comparer la France à la Grèce. La Grèce, quand même, c'était 13% de déficit. C'était un pays qui, sur certaines périodes, empruntait à 35% sur les marchés financiers. Un pays qui avait beaucoup d'économies au noir. Enfin bref, c'était pas un pays aussi puissant que la France. Néanmoins, si on devait faire un parallèle, je ferais plutôt un parallèle avec l'Italie. C'est-à-dire que c'est un pays qui ne s'est pas effondré, mais qui a vu la corde autour du cou se resserrer petit à petit. Et en fait, la France, j'ai l'impression que c'est un peu ce modèle-là, malheureusement.
C'est-à-dire on n'est pas dans une situation assez critique pour avoir des taux qui montent à 13% ou à 15% ou à plus. En revanche, on sent que les taux montent petit à petit. Alors, on est à 3%, ce qui n'est pas énorme aujourd'hui, hein. Vous l'avez rappelé quand même, on est au taux de la Grèce. C'est-à-dire que les investisseurs considèrent qu'il y a autant de risques de prêter à la France qu'à la Grèce, qu'il y a moins de risques de prêter à l'Espagne ou au Portugal qu'à la France. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Des pays qui étaient considérés comme des pays très dépensiers et pas très rigoureux en termes de gestion des comptes publics. Donc aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. Et je crois que la vraie difficulté, c'est qu'on sent qu'on est sur une espèce de toboggan, encore une fois, qui n'est pas forcément raide. Mais dans plein de domaines, c'est le cas. Hein. Même sur l'éducation, c'est le cas. Enfin, sur plein de thématiques, c'est le cas. Notre système de santé, c'est pareil. On est sur un toboggan. C'est-à-dire qu'on sait qu'on tombe, mais la chute n'est pas brutale. C'est petit à petit. Comme, encore une fois, un nœud de cravate qui se serre de plus en plus. Et on se demande, finalement, quand est-ce que l'étau va se resserrer, va se desserrer. Mais on a l'impression qu'il y a toujours, enfin, en tout cas du regard extérieur et du regard, je pense, de nombreux Français, peut-être vous chez vous aussi, mais que les dépenses pourtant s'accélère constamment, que la France dépense constamment, la France vient en soutien à l'Ukraine. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais, que c'est un puits sans fond. Alors c'est très juste, et d'ailleurs c'est tellement juste que, pour revenir une seconde sur le budget Barnier là, qui a été censuré, qui promettait un effort de 60 milliards, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était un effort de 60 milliards. Mais si on regardait simplement la dépense publique en tant que telle, elle continue à progresser, un peu plus de 2%, donc un peu plus de 35 milliards. Et sur les 65 dernières années à peu près, il n'y a que 2 fois dans l'histoire de France où la dépense publique a baissé, ce qui est finalement très peu. Donc en fait, vous avez raison, on est sur une pente de la dépense publique qui ne s'arrête jamais. Mais qui ne s'arrête jamais aussi parce qu'on a beaucoup de prestations sociales qui sont indexées sur l'inflation, de manière quasiment automatique. Et donc, du coup, vous avez des coûts qui augmentent. Et puis, on a une population qui est vieillissante. Et ça, c'est fondamental parce que puisqu'on a une population qui est vieillissante, eh bien, on a une population qui, naturellement, va coûter de plus en plus cher en termes de retraite et en termes de soins, qui sont 2 pôles qui sont quasiment, globalement, 50% de la dépense publique. Donc, du coup, on sait qu'on va avoir des coûts supplémentaires. Et donc, sans création de richesse, sans relance de l'économie, on n'arrivera jamais à financer le modèle social dont on parlait tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure justement de la gestion des finances publiques. Quel regard vous portez sur les 7 années de Bruno Le Maire à Bercy ? Alors Bruno Le Maire, il avait 2 casquettes. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Il avait à la fois la casquette du ministre de l'économie et il avait la casquette de ministre du budget. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand un homme porte ces 2 casquettes, en fait, il est tiraillé. Vous avez d'un autre côté celui qui est ministre de l'économie, qui veut tout faire justement pour que l'économie se porte bien, pour que le chômage décroisse, pour que les entreprises puissent bien fonctionner. Et dans ce cas-là, vous avez tendance à dépenser beaucoup d'argent pour justement maintenir un système en vie et pour tenter de le stimuler. Donc, vous dépensez beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, vous avez le ministre des comptes publics, ministre du budget. Et lui, quand il regarde en fait les comptes, il est un peu affolé parce qu'il se dit, en fait, il faudrait vraiment baisser la dépense publique. Mais vous avez toujours la casquette du ministre de l'économie qui reprend le dessus en disant, bon, on verra ça plus tard. En revanche, là, il y a besoin de faire des chèques pour réparer, par exemple, les vestes ou les chaussures usagées. Et donc, du coup, on va faire des chèques aux Français. Il y a telle crise, on va faire des chèques. Bref, la politique du chèque général pour maintenir en quelque sorte cette espèce de... Je crois qu'on peut parler de drogue. Est-ce que c'est pas illusoire ? C'est forcément illusoire, mais c'est juste de dire que s'il n'y a personne qui siffle la fin de la récréation, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé là dans le dernier gouvernement, où vous aviez justement un ministre du budget et un ministre de l'économie. Et ce n'était pas le même. Et le ministre du budget, il était rattaché à Matignon, ce qui, je crois, était une très bonne idée. Parce que si vous n'avez pas de ministre du budget rattaché à Matignon, il n'y aura jamais de rétablissement des comptes publics. Enfin, j'y crois pas en tout cas. Donc ça a été une erreur de Bruno Le Maire et cette double casquette. Et donc Bruno Le Maire, pardon, pour répondre à votre question, sur l'économie, on va dire que le bilan est médiocre. Mais en termes de gestion des comptes publics, le bilan est vraiment catastrophique. Pour une raison très simple, c'est qu'il a fait globalement, il a continué la politique du chèque, chaque crise un chèque, pour calmer les ardeurs, pour calmer les gens. Oui, c'est ça, c'est donner de l'argent aux Français. C'est donner de l'argent pour exactement. Pour qu'ils se taisent. Mais exactement. Et deuxièmement,
Il y a quand même eu des baisses d'impôts, c'est vrai, à peu près entre 50 et 60 milliards. Mais la difficulté de ces baisses d'impôts, c'est qu'elles n'ont pas été, c'est presque une politique hémiplégique. C'est-à-dire que vous baissez des impôts d'un côté, mais vous ne dépensez pas vous ne baissez pas la dépense publique de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Moins de recettes et autant de dépenses, et vous avez un déficit qui continue de s'accroître. Et vous avez aujourd'hui une dette qui est à peu près à 3 200 milliards, parce qu'en fait, on n'a pas fait les économies en face des impôts qu'on a baissés. Et donc, du coup, on se retrouve avec une situation où, oui, les entreprises et les particuliers ont bénéficié en partie de ces baisses d'impôts, mais en fait, c'est de l'impôt différé, puisque c'est de la dette qui augmente. Donc, en fait, ce que nous, on a économisé en argent, eh bien, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui le paieront demain, parce qu'il faudra bien un jour rembourser cette dette. Donc, en fait, c'est encore une fois un peu un tour de bonne taux, un peu un tour de magie. Aujourd'hui, vous payez un peu moins d'impôts, mais en fait, mais ça, je ne vous le dis pas, c'est vos enfants qui paieront cette ardoise. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Benoît Perrin. Merci pour votre entretien. On le rappelle, vous êtes directeur de Contribuables Associés. On rappelle aussi la sortie de votre documentaire sur la chaîne YouTube de Contribuables Associés, Protection sociale, la Grande Omerta, un documentaire à retrouver sur la chaîne YouTube de Contribuables Associés. Et moi, du coup, je vous rappelle la sortie de notre nouveau magazine Omerta, Anti-Woke, en guerre contre les fléaux qui menacent nos sociétés. Un magazine que vous pourrez retrouver dans 5000 kiosques partout en France et sur notre site internet omertamedia.fr. Je vous rappelle également la sortie de notre nouvelle application, puisque c'est le mois des grandes nouveautés sur Omerta que vous pouvez télécharger sur App Store et Google Play. Et puis, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. On vous en remercie. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un nouveau grand entretien sur Omerta.